Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un tour d'horizon sur le SBF 120. C'est la saison ici des résultats et en même temps, c'est une période assez difficile parce que tout est rouge. Moi j'aime bien le rouge, hein, d'accord. Faut pas que ça vous fasse peur le rouge. Le rouge est synonyme de solde, ok. Mais voilà, quand on parle de solde ici, on va pas juste acheter celui qui a le PER le plus bas ou des choses comme ça. Non, on recherche avant tout, oui, des entreprises qui sont sous-évaluées quantitativement, avec des marges stables, un bilan financier sain et également avec de bonnes perspectives d'avenir, sans oublier un dirigeant qualitatif. OK, donc on plonge dans les rapports financiers. Ne l'oubliez pas, lisez vos rapports financiers sur le nom de la chaîne. Et vous commencez à voir en date d'aujourd'hui que, voilà, les chiffres peuvent être bons pendant très longtemps et le prix de l'action continue à s'effondrer. D'accord. Et très souvent, quand on a investi dans une compagnie en se basant uniquement sur la partie quantitative, sans avoir pris en considération la partie qualitative, et la partie qualitative, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, on est souvent mal à l'aise avec nos positions. Vous pouvez vérifier de vous-même. Faites un peu, essayez de le faire avec, voilà, ne lisez pas les rapports financiers, achetez juste une compagnie comme ça, après avoir lu la description, regardez le PE, etc. Si le prix se casse la gueule, vous allez vous rendre compte que vous serez de plus en plus mal à l'aise. Prenez à contrario ici une entité que vous connaissez, sur laquelle vous avez peut-être passé des semaines à lire, à écouter les conférences calls, etc., et à regarder la concurrence, vous allez, et ainsi que, voilà, c'est pas étudier les perspectives d'avenir futur ici, vous allez vous rendre compte que si le prix baisse, vous serez plus à l'aise. D'accord. Je ne le dis pas juste comme ça, je vous demande de faire l'expérience. D'accord. So, nous sommes à une période assez compliquée. Tout, si, quand une entreprise ici rate l'estimation ou bien réduit les prévisions ou bien annonce même une coupure totale des guidance ici, elle se fait littéralement massacrer. Mais ça, c'est le court terme. D'accord. C'est le court terme. Donc, intéressez-vous à la qualité des dossiers que vous avez en main. Une entreprise qui fait 60% en moins en une journée n'est pas forcément une mauvaise entité. Comme je dis toujours, il faut creuser plus que ça. Questionnez le dirigeant. Est-ce que vous comprenez le secteur d'activité ainsi que les perspectives d'avenir futur? Enfin, quand on dit à l'avenir, c'est déjà dans le futur de toute façon. Donc, ainsi que les perspectives d'avenir. Il y a un 360 à faire. OK. Donc, en faisant ici l'analyse quantitative, je répète toujours, parce que j'ai souvent l'impression que certaines personnes ne comprennent pas. Quand on parle du quantitatif, c'est une partie de l'analyse fondamentale. Et vous n'achèterez jamais une entreprise ici en vous basant uniquement sur des éléments quantitatifs, mais ça vous permet de faire le ménage très rapidement. En regardant les chiffres, vous pouvez déjà savoir quel type d'entreprise on a ici et combien est-ce que vous pouvez être prêt à payer et qu'est-ce qu'il faudrait poser comme question. OK. En même temps, également, vous pouvez savoir quel type d'entreprise vous ne voulez pas directement en portefeuille. OK. So, on ne regarde pas le prix de l'action, on s'intéresse à la valeur de l'action. Et la valeur ici est aussi quantitative que qualitative. Donc, on check les deux. Et le qualitatif, c'est dans les rapports financiers, allez, dans l'écoute des conférences call et non sur une vidéo quantitative sur YouTube. OK. C'est uniquement pour susciter de l'intérêt et du questionnement. Bon, on va parler du SBF 120. D'accord. Je rappelle souvent ici que c'est pas ma zone boursière de prédilection. Je n'investis pas sur les compagnies européennes, pas parce qu'il y en a, il y a pas de bonnes, il y a pas de belles entreprises. Au contraire, c'est juste parce que géographiquement, je suis moins proche. D'accord. Mais ça ne me dérange pas de les analyser quantitativement et parfois, ça ne me dérange pas de lire des rapports financiers dessus. J'apprends énormément. Bon, ça, c'était pour le bavardage du début. D'accord. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez ici la top newsletter. N'oubliez pas, on a une longue liste ici. Cette semaine, on va parler ici du secteur ici des hôtels et des casinos, la publicité, l'édition, des loisirs. Donc, quand on parle ici de la recreation, donc loisirs ici, le segment des loisirs, et également du pétrole slash production, donc upstream. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord. Donc, toute cette semaine, on reçoit ici des notes d'analyse sectorielles. Donc, n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous êtes sûr de le recevoir. Si vous attendez après, donc, si vous vous abonnez lundi, vous n'allez pas recevoir ce qui a été envoyé peut-être, je sais pas moi, la semaine passée. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je vous demande de vous abonner présentement. Je n'utilise plus la même plateforme que précédemment. Donc, maintenant, celui qui n'est pas abonné ne recevra pas ce qui a été envoyé précédemment, bien sûr. Bon, bref, on y va.
Alors, Accor, on en a déjà parlé il y a plus de 90 jours. C'est une compagnie, bof, ça n'a rien d'exceptionnel non plus. C'est Accor, mais voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel de plus dessus. Mais attention, regardez une chose. Ça ne veut pas dire que le prix actuel n'est pas bon. On va quand même vérifier. La première chose que je regarde généralement, je regarde les bénéfices nets. Donc, du point de vue bénéfices nets, je peux déjà voir ici qu'elle a souffert pendant la pandémie et en même temps, ce sont des bénéfices. J'aimerais voir quelque chose qui va vers le nord, OK, de manière stable et croissante. Je sais déjà ici qu'il y a beaucoup de zigzags et ça, je n'aime pas ça. OK, après, on va aller regarder les marges. Maintenant, on check à peu près le free cash flow ici et je constate qu'au niveau des free cash flow, c'est également en dents de scie, et encore que les free cash flow d'une compagnie européenne, c'est toujours questionnable. Attention, c'est par rapport aux bénéfices. Ce sont des free cash flow ici par action. Donc, ça peut être influencé ici par le nombre d'actions également. OK? Donc, ici, on regarde à peu près les cash flows opérationnels. Techniquement, ici, cash flow opérationnel, quand vous ne gagnez pas d'argent au niveau des cash flows opérationnels, vous ne pouvez même pas payer la dépense en capital. Et encore, ça dépend même si la dépense en capital ici est au moins l'équivalent des cash flows opérationnels. D'accord? So, ici, déjà, je vois qu'on a une compagnie assez compliquée. D'accord? Donc, je vais regarder les chiffres maintenant. Accord. Alors, ACCOR. Alors, accord, qu'est-ce que tu me réserves ici aujourd'hui? Donc, on prend le ticker symbole AC. On valide ça ici. Alors, accord, accord, accord. Et voilà. Donc, on a du accord ici. On va regarder à peu près le revenu, la tendance des revenus. J'aime bien une compagnie. J'aimerais voir des revenus stables ou croissants. OK? Ici, c'est pas stable. On a plutôt une décroissance ici. Mais il ne faut pas oublier, attention. On regarde la compagnie ici depuis à peu près 1994. Vous remarquez ici que le plus haut, c'était en 2007. Et peut-être, de 2007 à aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la même entité. OK, elle a peut-être changé, elle a peut-être spin-off un segment d'activité, etc. Donc, il faut faire attention. Mais ça, déjà, ça prête à interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone-ci? Ici, qu'est-ce qui s'est également passé à cette période en 2016 pour qu'elle ne gagne pas d'argent du tout? Donc, c'est un peu compliqué cette compagnie-ci depuis à peu près les 10 dernières années. Donc, ça, déjà, je n'aime pas ça. Ça me fait peur. Je sais déjà que les multiples de valorisation ici vont être un tout petit peu moins élevés, justement, parce qu'il y a ces risques-là. Maintenant, la marge brute, premier niveau. Donc, marge brute ici, j'aimerais voir quelque chose d'assez stable. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Est-ce qu'on a une marge brute stable? Ça va, plutôt 16-17% par là. Ça, c'est déjà la marge brute par rapport à l'entreprise. Après, on va regarder par rapport au secteur en lui-même. On voit ici que c'est dans l'industrie ici de hôtels, restaurants et loisirs. Donc, les jeux ici, enfin, je pense bien que c'est ça, hein. Donc, c'est à peu près dans ce segment-là. Donc, c'est trois industries ici en une. OK? Mais ça reste dans la consommation discrétionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que c'est le genre de choses qu'on va avoir tendance à ne pas... Voilà, si les poches sont tendues ici, il y a de grandes chances qu'on coupe ce genre de dépenses-là. En tout cas. Donc, on continue également ici. N'oubliez pas également, ce sont des entités qui sont en concurrence avec la location courte durée, etc. Donc, c'est une industrie qui a ses propres problèmes. D'accord? Mais tout le monde n'est pas situé logé à la même enseigne. Ensuite, j'aime bien regarder ici la marge EBITDA. Marge EBITDA, ici, on constate quoi? Est-ce qu'on a quelque chose de stable ou croissant? On a plutôt une stabilité des marges. OK? Donc, la pandémie est passée par là, elle revient un tout petit peu à la moyenne. Donc, je peux déjà voir ici que peut-être qu'on pourrait l'évaluer ici par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA. OK? Ensuite, on va regarder à peu près les marges nettes. Ici, les marges nettes, c'est pas très beau à voir, mais avant même de regarder les marges nettes, je vérifie les net income et les free cash flow si les deux parlent le même langage. Je les mets sur un graphique ici, juste pour qu'on puisse voir ici. Je vais mettre les free cash flow avec en histogramme. Vous constatez quoi? C'est pas très évident. C'est pas une entreprise qui gagne de l'argent continuellement. Je n'aime pas voir déjà du rouge. Et encore, quand je vois du rouge continuellement, je n'aime pas ça. Ça veut dire que quand elle perd de l'argent ici, en réalité, elle n'arrive pas à s'autofinancer. Et si elle n'arrive pas à s'autofinancer, qu'est-ce qui va se passer? On va lever de la dette, on va émettre de nouvelles actions. Au niveau du nombre d'actions ici, est-ce que ça augmente? Oui, plutôt sur les dernières années ici. D'accord? Enfin, on va plutôt dire que c'est plutôt une stabilité parce qu'on a eu un plus haut ici à 300, on a rebaissé. Là, il faudrait vérifier déjà pour qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Mais je n'aime pas, on va dire qu'ici que c'est plutôt stable. OK? Mais on sait déjà clairement que ce n'est pas une entité qui va nous intéresser. OK? Ça, je continue la vidéo ici, mais je sais déjà que, bon, voilà, j'ai besoin de stabilité. J'ai besoin de stabilité. Pour les entreprises dans le même secteur d'activité ici, je connais des entreprises qui font la même chose que Accor, mais qui gagnent de l'argent. Et encore que, il faudrait vérifier au niveau de Accor, est-ce qu'elle gère les hôtels uniquement ou bien elle possède également certains hôtels? D'accord? Donc, est-ce qu'elle a de l'immobilier? Parce qu'elle pourrait séparer ces deux entités-là. Donc, il faut également vérifier cette partie-là. La partie franchise,
les marges sont plus élevées. Donc, il faut voir ici que dans le segment des hôtels, il y a des questions à poser encore en profondeur. OK? Donc, ensuite, une fois qu'on a vérifié ça ici, on va regarder à peu près les free cash flow et net income ne parlent pas le même langage. Qui est-ce qu'on va prendre en considération ici? Net income, free cash flow, je sais déjà que ça ne sert à rien que je prenne les deux parce que voilà, c'est très instable. Donc, on va aller prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Mais on va d'abord checker la dette nette sur EBITDA. On va essayer que dette nette sur EBITDA ici, on a quelque chose en tout de 2,1 fois les EBITDA ici. Donc, en termes de dette nette ici, au niveau des volumes, est-ce que les volumes sont élevés? On a plutôt 1,860 milliard, plutôt stable. OK. Donc, ici, par rapport aux EBITDA, le logiciel nous dit ici que c'est une entreprise qui peut payer sa dette. En dessous de 5, c'est correct. OK? Donc, mais elle paye sa dette avec les free cash flow, pas avec les EBITDA. Donc, si elle n'a pas de free cash flow, posez-vous les bonnes questions. Or, les free cash flow ici sont en dents de scie. OK? Donc, ici, on voit que la pandémie est passée par là, mais l'EBITDA revient à peu près à la moyenne qu'on a connue ici entre 2015 et 2000. Enfin, c'est ça, entre 2015 et avant la pandémie. Donc, on est à peu près au niveau de la moyenne. Maintenant, en termes de valorisation, je sais dire qu'en valeur d'entreprise sur EBITDA, très rarement, on va appeler plus de 10 fois les EBITDA ici. Maintenant, tout va dépendre également de la croissance. Mais en général, ici, le marché en lui-même, il paye généralement combien pour cette compagnie-ci? Je pense qu'on est aux alentours des 10 fois. Hein. Donc, je prends ici EBITDA en prenant en considération l'estimation sur les 12 prochains mois. Ça veut dire ici, sur les 12 prochains mois, si l'économie est stable, bien sûr, on n'est jamais à l'abri ici d'une récession. D'accord? Surtout en ce moment. Donc, ici, la moyenne aux alentours de 9,7 fois les EBITDA, on va dire 10 fois les EBITDA. Aujourd'hui, l'entreprise serait donc correctement évaluée. Pour vous dire, même si elle est correctement évaluée ici, franchement, on voit déjà que ce n'est pas une entité qui va nous plaire. Et encore, on peut également vérifier, est-ce qu'elle a des actifs tangibles ici? Est-ce que le tangible book value ici est stable ou bien décroissant? Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose ici de négatif, mais ça ne veut pas dire que les actifs n'ont pas de valeur. Il faudrait aller vérifier ça ici parce que la dépréciation peut affecter négativement ici la valeur des actifs alors que ces actifs-là ont une énorme valeur sur le marché. Donc, faites attention. Mais je peux déjà voir ici que ce n'est pas une compagnie qui va nous intéresser. Réellement, si vous voulez vraiment investir sur cette compagnie, on se garder une bonne marge de sécurité. On va déjà aller s'intéresser aux alentours de 20, peut-être même personnellement aux alentours de 15 par là. OK? Donc pour moi, Accor ici, je pense qu'il y a mieux sur le marché. Il faudrait aller regarder, ce qui est proposé ailleurs sur le marché. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on va s'appeler Accor qu'on va y investir. Et encore, est-ce qu'elle paie un dividende ici, oui, de 2,38%? Alors, 2,38% de 8 milliards de 8 milliards de capitalisation ici, j'arrondis, hein, c'est près de 160 millions ici qu'on dépense. En termes de free cash flow, on rapporte combien en moyenne? Je vois ici qu'on est aux alentours de 400. Elle peut payer la dette, d'accord? Elle peut payer ici, excusez-moi, elle peut payer le dividende ici avec les free cash flow qu'elle a en date d'aujourd'hui. Elle peut le faire. Je dis bien, elle peut le faire. Mais il faut que ces free cash flow-là se maintiennent sur les années à venir. OK? Or, si on prend ici je vais prendre ça en cumulé sur les 5 dernières années. Donc, je vais les mettre ici en cumulé. Cumulé, les free cash flow, bien sûr, cette partie-ci. Si on prend les 5 dernières années, on additionne tous les free cash flow, elle n'a pas gagné d'argent. C'est-à-dire que quand on additionne tous les free cash flow, elle a perdu 244, je pense 249 millions au total. En termes le dividende en lui-même, il a continuellement été sur les 5 dernières années, je pense qu'ils l'ont payé. On l'a coupé pendant la pandémie ici, ce qui était une bonne décision. Donc, je m'interroge également par rapport à la politique d'allocation du capital ici. OK, ce dividende-là, ils peuvent le payer, certes, mais pourquoi est-ce qu'ils ont des free cash flow qui sont négatifs? Sur les 20 dernières années, on peut constater ici que quand on cumule à peu près tous les free cash flow, ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu près de 2 milliards. Sur les 3 dernières années, moins 238 millions. Donc, je n'aime pas ça. OK? Donc, Accor, pour moi, ça va faire partie des entités qui vont m'intéresser en dernier ressort. Et encore, il faudrait vraiment que ce soit extrêmement quantitatif. Donc, genre, extrêmement sous-évalué. Donc, value purement. Le genre d'entité que je veux uniquement garder. Voilà, c'est uniquement du quantitatif que je fais là. D'accord? Donc, on même prend la peine d'aller lire les rapports financiers. C'est un mal de tête ici, surtout quand on commence à regarder les chiffres. Bref, Accor, pour moi, c'est un no-go. OK? Maintenant, comme je l'ai dit, elle peut avoir des actifs cachés. Donc, je pense qu'il faut aller questionner au niveau de l'immobilier. Si elle peut avoir des investissements dans d'autres entités, donc il faut aller regarder ça ici. Mais en tout, du point de vue quantitatif, pour le moment, ici, je ne vois rien d'exceptionnel. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, en lien dans la description de celle-ci, vous avez également le lien vers
la top newsletter. Et dans cette top newsletter-là, comme je l'ai dit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous allez avoir tendance à recevoir ces notes d'analyse sectorielles. OK? C'est uniquement avec une vue nord-américaine, d'accord? Parce que je n'investis pas dans des compagnies ailleurs qu'en Amérique du Nord, quoique j'ai quelques entités européennes ici, mais voilà, d'accord? So, quand on lit les rapports financiers, on écoute les conférences, c'est toujours bien d'avoir une idée générale de comment est-ce que se passe une industrie. Et si vous investissez dans une compagnie en particulier, vous n'avez pas le choix que de le faire. Donc ça, vous l'avez ici gratuitement. C'est en lien dans la description de la vidéo. Donc, comme je l'ai dit souvent dans la top newsletter, je ne vous raconte pas ma vie. Je ne vous demande pas comment est-ce que vous allez ni quoi que ce soit. Je vous donne une analyse, je vous présente une analyse sectorielle ici. Vous faites ce que vous voulez avec. Okay? Si vous voulez investir dans le segment ici des hôtels, casinos, vous pouvez, enfin, ça peut vous aider à pouvoir comprendre ce qui se passe en date d'aujourd'hui. Je rappelle ici que c'est uniquement mon point de vue et je me réserve toujours le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.